Nous allons nous intéresser maintenant, et Laurie Marot, je vous invite, s'il vous plaît, à faire un petit peu moins de bruit, et un petit peu tout le monde ici. Nous allons parler de l'atténuation du changement climatique, une opportunité pour améliorer la santé publique. Nous démarrons, comme chaque conversation, nous la démarrons avec une keynote ou un dialogue ou un seul en scène. On voit comment ça fait. En tout cas, avec un exposé, une présentation. Et je vais demander à Kevin Jean de rejoindre la scène sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors Kevin, vous êtes enseignant-chercheur à l'HESP, Pas du tout. Mais vous êtes enseignant-chercheur en tout cas. À l'ENS. À l'ENS, bah oui, c'est marqué là. C'est pas marqué là. Oui. Et vous êtes membre du réseau Santé Mondiale 2030 ? Expert associé, oui. Bah quand même. Oui. Bon. Vous travaillez sur les co-bénéfices sanitaires des politiques d'atténuation, notamment sur la qualité de l'air, les mobilités, l'alimentation, les environnements urbains. On le voit, c'est très large. Vous allez nous aider à poser le cadre, comment les politiques climat génèrent immédiatement des bénéfices pour la santé, quelles sont les preuves scientifiques les plus solides, comment intégrer ces co-bénéfices dans les décisions publiques cruciales. Vous allez nous montrer également pourquoi les politiques d'atténuation ne sont pas un coût, mais une opportunité sanitaire immédiate. Kevin, merci beaucoup de nous aider à y voir clair avant d'entrer dans cette conversation, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Effectivement, donc alors le problème quand on passe en fin de journée, c'est que beaucoup de choses ont déjà été dites, et donc il faut éviter les redites, ou alors au moins faire l'effort de reformuler. Donc il faut penser au replay. Ensemble. Voilà. Donc je ne vais pas revenir sur l'impact, ce qu'on sait de l'impact d'ores et déjà documenté du changement climatique sur la santé. Ça a fait l'objet des 2 tables rondes de ce matin. L'impact est négatif, on le sait en résultante, et il est observé partout. Donc aucune région n'est à l'abri des effets du changement climatique sur la santé. Ça, c'est le dernier rapport du GIEC 2022. On a des mesures d'adaptation qu'il va falloir mettre en place, mais pour limiter le risque à la source, on le sait, ce qu'il faut, c'est atténuer, c'est l'atténuation, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et là, ce qu'on sait aussi, c'est que le compte n'y est pas. On est très loin à l'heure actuelle des objectifs de l'accord de Paris, et la dernière COP n'a pas enrayé ce constat. Donc la question, l'une des questions, c'est qu'est-ce qu'il nous manque, comment on peut faire pour accélérer ces efforts d'atténuation qui, encore une fois, sont les seuls qui peuvent permettre de réussir à stabiliser le risque climatique à un niveau auquel on peut l'espérer, réussir à s'adapter. Alors, l'un des enjeux, et je pense qu'on en a parlé toute la journée, c'est peut-être de faire rentrer un peu plus d'humain, un peu plus de questions humaines plutôt que de PPM dans le discours. Et les enjeux la recherche et les enjeux liant des questions de santé aux questions de réchauffement climatique peuvent le faire, donner une matérialité, ça a été dit là aussi ce matin. Et donc là, on peut le voir, c'est quelque chose qui commence à poindre. En tout cas, on voit de plus en plus de recherches sur les questions de lien entre changement climatique et santé. Ce qui est intéressant, c'est de regarder peut-être un petit peu le détail. C'est que quand on regarde toute cette recherche qui est effectuée, près de 80% des articles scientifiques sur le thème santé et climat s'intéressent à la barre bleue. C'est la barre bleue qu'on a ici. Je ne sais pas si on peut pointer. La barre bleue, la partie bleue de la barre, ça ne marche pas très bien. S'intéresse aux impacts du changement climatique sur la santé, donc aux conséquences négatives, encore une fois, ce dont on a parlé ce matin. On peut se poser la question pour savoir si en tout cas c'est nécessaire pour des questions de préparation, d'adaptation au changement climatique. Est-ce que c'est ce qui est suffisant en tout cas pour réussir à mettre en place ce passage à l'action? Et là, les sciences de la communication nous disent que peut-être pas trop en fait. Pourquoi ? Parce que quand on parle de risque pour le climat, on a un réflexe très humain qui est de mettre de la distance par rapport à ce risque. On sait que quand on envisage les risques du changement climatique, on a d'une part une distanciation temporelle, on s'imagine des risques en 2050 ou 2100, finalement on a le temps d'y faire face, ou une distanciation géographique. Les risques climatiques, c'est pour d'autres régions du monde, les régions tropicales, peut-être d'abord les premières, mais pas forcément nous. Et donc c'est peut-être ce qui en partie explique que documenter les risques et
tout cas insister sur cette partie-là, n'est peut-être pas suffisant pour déclencher l'action climatique à l'échelle de la société. Et c'est ce qui, en tout cas à titre personnel, m'a fait dire que ça pouvait être intéressant de s'intéresser aux deux petites barres qui sont au-dessus, qui sont les liens entre changement climatique et santé sous l'angle de l'adaptation et de l'atténuation du changement climatique. Parce que là, on a quelques éléments qui étaient déjà mentionnés dans le rapport du GIEC, l'AR5, donc en 2022, qui nous expliquent, et on va y revenir, que les actions d'adaptation et d'atténuation au changement climatique peuvent présenter des co-bénéfices pour la santé, en particulier la qualité de l'air, mais aussi et surtout que la mise en avant de ces co-bénéfices pourrait être un argumentaire favorable, très favorable pour la mise en place de ces actions. Donc vraiment identifier cette question des co-bénéfices comme un levier pour mettre en action les États, les sociétés vers une transition bas carbone. Alors c'est un petit peu le pari, et pourquoi ce pari peut être payant, et de quoi on parle quand on parle de ces co-bénéfices pour la santé de l'action climatique? On parle vraiment du constat, de cette convergence entre des objectifs climatiques et des objectifs de santé publique. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle mondiale, quand on regarde les sources d'émissions à l'échelle mondiale, c'est ce qu'on a sur le graphique de gauche, l'énergie primaire, donc toute l'énergie qu'on utilise à la fois pour produire de l'électricité, pour se chauffer, pour faire avancer nos véhicules, l'énergie, donc c'est 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et cette énergie, donc si on regarde par exemple celle qui est utilisée dans l'industrie, on en voit une sous-partie quelque part dans le graphe de gauche, génère également de la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique, ce que nous disent des études de burden, donc de fardeau de maladie, la pollution atmosphérique qui est liée à la combustion d'énergie fossile, c'est 5 millions de décès par an. C'est une des causes majeures de mortalité à l'échelle du monde. Donc là, on voit bien la convergence entre, d'une part, une source d'émissions de gaz à effet de serre et d'autre part, une nuisance pour la santé. L'énergie sert à faire avancer nos véhicules là aussi. On le sait, la dépendance à l'automobile, l'autocentrisme, est un facteur qui explique la prévalence très forte de l'activité physique en dessous des niveaux recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Et là aussi, on estime qu'on est à peu près à 4 millions de décès par an qui sont liés à ce manque d'activité physique. Donc là aussi, on voit un lieu de convergence, une dimension de la convergence qui est très importante. Et enfin, dans cette convergence des objectifs climatiques et santé, dans les sources d'émissions de gaz à effet de serre, il y a aussi ces petits camemberts verts ici, l'agriculture, la foresterie et l'usage des sols, donc tout ce qui est lié d'une façon ou d'une autre à l'alimentation, y compris la déforestation. On sait qu'on déforeste principalement pour faire de la place à des cultures diverses, huile de palme ou soja, pour nourrir du bétail. Donc on sait que tout ça contribue assez largement aux émissions de gaz à effet de serre. Le système alimentaire, agroalimentaire à l'échelle mondiale, de par, on va dire, la mauvaise qualité générale des régimes alimentaires, on estime que son fardeau s'élèverait à près de 10 millions de décès par an. Donc 10 millions de décès qui seraient évitables par l'adaptation de régimes alimentaires plus sains. Et là aussi, on aura le temps de parler de la convergence entre ces enjeux dans l'alimentation et ces enjeux climat. Mais pour le dire, la partie de nuisance environnementale et climatique du système agroalimentaire est de façon disproportionnée tirée par l'élevage, la production animale, et la consommation de produits d'origine animale est là aussi quelque chose qui est en excès par rapport aux recommandations nutritionnelles internationales et pas nationales. Malheureusement, on y reviendra là aussi sur cette stratégie nationale dans l'alimentation. Donc tout ça pour mettre en avant quelque part le potentiel important de ces convergences entre des enjeux climatiques et des enjeux de santé. Il y a eu un travail en 2023, une commission Lancet qui est peut-être un peu moins connue que le Lancet Countdown, la commission Lancet Countdown, qui s'est intéressée à tous les éléments scientifiques, les éléments empiriques sur justement ces convergences entre des enjeux climatiques et des enjeux de santé, sur ce qu'on appelle les co-bénéfices de politique climatique, et qui a pu étudier dans le détail près de 200 études, en tout cas 200 mesures d'atténuation climatique qui avaient été évaluées tant sur les aspects de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est la partie gauche de ce graphe ici, la barre correspond à la réduction, l'ampleur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, que de leurs bénéfices sur la santé. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit donc la partie bénéfices pour la santé et la partie sur la droite, on voit tout un panel d'actions, 200 mesures qui permettent à la fois d'éviter des émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant la santé. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on n'arrive pas à être
très gagnant des deux côtés. On l'est un petit peu dans le panel du bas. Vous voyez, les mesures bleu foncé, ce sont celles qui permettent à la fois de gagner beaucoup sur le climat et de gagner un peu plus que les autres sur la santé, en tout cas de bien gagner des deux côtés. Et ici, ce sont très souvent les mesures plurisectorielles, multisectorielles. Donc quand on essaie de ne pas cibler un seul domaine, le transport, la pollution de l'air, mais plusieurs à la fois, qu'on a les meilleurs résultats. Les limites de cette étude, les limites et la force, c'est qu'elle s'est intéressée à des mesures d'atténuation du changement climatique qui ont d'ores et déjà été mises en place. Or, on le sait, ce qu'il nous faut maintenant, c'est une combinaison de toutes ces mesures en vue d'atteindre la neutralité carbone. Et là, malheureusement, on n'a pas de données empiriques sur les bénéfices pour la santé de la neutralité carbone, tout simplement parce qu'aucun pays n'a atteint, aucune région du monde n'a atteint cet objectif de neutralité carbone. Et donc, pour le faire, on est obligé quelque part de passer par des outils de modélisation. Et ça, des études de modélisation qui ont projeté les bénéfices pour la santé de ce qu'on pourrait, qui sont attendus de stratégies de neutralité carbone, on commence à en avoir dans la littérature. Dans notre équipe, on a réalisé une analyse donc systématique de la littérature sur toutes ces études qui ont, d'une part, qui se sont adossés sur des scénarios de neutralité carbone, donc des scénarios qui étaient compatibles avec cet objectif de l'accord de Paris dont on fête les 10 ans vendredi, qui est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré, d'une part, donc des scénarios de neutralité carbone ou des scénarios net zéro, et d'autre part, qui avaient chiffré des impacts sur la santé de ces scénarios. Donc on avait identifié près d'une centaine de scénarios. Tous ces scénarios, sauf un, prédisent des bénéfices pour la santé de l'atteinte des objectifs de neutralité carbone. Et quand on essaye de le mettre sur une même échelle, ces bénéfices, donc de chiffrer la fraction de mortalité, le pourcentage des décès prématurés qu'on pourrait éviter grâce à ces stratégies de neutralité carbone, on arrive à une médiane de 1,5. Donc dans la moitié de tous ces scénarios, atteindre la neutralité carbone permettrait, par ses co-bénéfices pour la santé, de réduire la mortalité de 1,5%. Ça ne semble pas énorme, 1,5%. À l'échelle mondiale, l'alcool est responsable d'environ 3% des déchets. Des décès, pardon. Des décès. Et je veux dire, si une politique de santé publique qui permettrait de réduire le fardeau de l'alcool de 50%, je pense que c'est ce qu'on peut appeler une politique de santé publique ambitieuse. D'autre part, ce qu'on a vu dans cette étude, c'est que la très grande majorité des scénarios n'ont étudié les co-bénéfices que sous l'angle de l'amélioration de la qualité de l'air et n'ont pas chiffré, pour des questions méthodologiques ou de disponibilité des outils, n'ont pas chiffré en plus les co-bénéfices liés à l'augmentation de l'activité physique dans la décarbonation des transports ou à l'amélioration des régimes alimentaires. Donc on peut penser que ce chiffre de 1,5% des décès évités est très sûrement une sous-estimation. Quand on regarde les quelques études qui ont chiffré plusieurs des mécanismes qui permettraient d'atteindre des co-bénéfices, on est plutôt dans le haut de ces points-là et donc plutôt vers le 15-20% de part des décès évitables. Et donc c'est le premier message vraiment de cette analyse, c'est que les co-bénéfices des politiques de neutralité carbone peuvent être très grands et que finalement des politiques de neutralité carbone sont et devraient être présentées comme des politiques de santé publique. Le deuxième message qu'on a tiré de ce travail, c'est qu'on a un peu plus précisément regardé parmi ce panel d'études celles qui ont conduit de façon assez détaillée une analyse coût-bénéfice. Donc d'un côté, on chiffre les coûts des mesures politiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atteindre cet objectif de neutralité carbone. Et d'autre part, on va essayer de chiffrer les bénéfices en calculant une valeur monétaire aux gains de santé. Donc en mettant un coût, des coûts évités à ces gains de santé. Et ce qu'on a vu, c'est que dans ces 13 études, 11, donc une très grande majorité, 85%, estimaient que les bénéfices pour la santé de ces stratégies de neutralité carbone surpassaient ou compensaient, mais dans la plupart du temps surpassaient les coûts de mise en œuvre des politiques. Donc on le sait déjà, le GIEC nous l'avait dit, la Cour des comptes l'a rappelé, on sait que le coût de l'inaction climatique sera bien plus grand que le coût de l'action, mais cette étude nous fait dire que quand on met en plus quand on met la santé dans la balance, quand on met la santé dans l'équation, cette fois-ci, finalement, on peut parler des bénéfices de la transition climatique et écologique, de bénéfices nets à la neutralité carbone.
Alors, juste pour vous faire un petit point, ça peut sembler mystérieux, comment on fait pour mesurer ces co-bénéfices pour la santé de stratégie de neutralité carbone? C'est ce qu'on fait dans un projet qui est encore en cours, dont les premiers résultats ont été publiés, enfin certains ont été publiés, d'autres seront présentés un petit peu, des résultats à stabiliser encore, dans ce projet qu'on conduit à l'ENS, et qui d'autre part répond à une autre question. C'est-à-dire que dans cette méta-analyse, on avait une diversité de scénarios et une diversité de méthodes qui faisaient que c'était assez compliqué d'identifier parmi tout le panel de leviers de décarbonation qu'on a ou de leviers pour atteindre la neutralité carbone si on avait certains qui étaient plus favorables à la santé que d'autres. D'autre part, comme on l'a dit, dans ces études, certes, la plupart des études n'ont étudié qu'un seul déterminant de la santé, pas les autres. Donc on manque encore d'un cadre formel et standardisé pour comparer entre elles, d'une part, différentes solutions pour atteindre la neutralité carbone et d'autre part pour comparer les gains dans différents déterminants de la santé, l'alimentation, la qualité de l'air, l'activité physique. Et donc c'est ce qu'on a voulu faire dans ce projet Philoctet qui se base cette fois-ci sur les scénarios de l'ADEME et j'y reviendrai. Alors comment on fait dans la méthode pour étudier les bénéfices pour la santé de scénarios de neutralité carbone? Ces scénarios de neutralité carbone, j'imagine que vous savez ce que c'est, que vous les connaissez, ce sont des scénarios, des projections, des feuilles de route qui expliquent toutes les transformations qu'on doit faire à l'échelle d'une société, un pays comme la France, pour atteindre la neutralité carbone. Et donc ces détails sont donnés secteur d'activité par secteur d'activité. Et donc ces détails, l'avantage c'est qu'ils sont détaillés. On a vraiment un niveau de détail qui est assez important. Ici par exemple, vous avez dans un de ces scénarios de neutralité carbone l'évolution projetée, les hypothèses d'évolution du système énergétique. Et ces hypothèses, ici par exemple les projections du système énergétique français, du mix énergétique français, où vous voyez que la grande partie, les trois bandes rouges, jaunes et noires correspondent à des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz. Et bien, si on réduit la combustion de ces énergies fossiles, on peut en attendre une amélioration de la qualité de l'air, là aussi, parce que c'est un contributeur de la qualité de l'air. Et on peut identifier ou développer des outils qui permettent de traduire ces hypothèses des scénarios de neutralité carbone en modification soit de l'environnement, soit des modes de vie. Et donc typiquement, avec des outils de modélisation atmosphérique, on peut traduire des transformations du mix énergétique en évolution de la concentration atmosphérique pour certains polluants. Ce qu'on est en train de faire ici, les particules fines. Et par ailleurs, ces particules fines, on a dans la littérature épidémiologique ce qu'on appelle des relations dose-réponse. On sait que si on diminue la concentration atmosphérique de particules fines de 10 microgrammes par mètre cube, on s'attend à une réduction de la mortalité toute cause de l'ordre de 15%. Et donc, en combinant toute cette chaîne-là, on arrive à estimer l'impact sanitaire, les bénéfices sanitaires de l'amélioration de la qualité de l'air sous des hypothèses de neutralité carbone. Donc ça, on peut le faire en lien avec la qualité de l'air. Ce même scénario de carbone, par exemple, il va détailler des changements dans d'autres secteurs d'activité. Par exemple, ici, dans le secteur agroalimentaire, dans les systèmes agricoles. Par exemple, en détaillant les transformations faites liées à l'élevage ou à la culture de plantes et de céréales, à l'agriculture. Et donc tous ces scénarios qui nous expliquent comment, encore une fois, le secteur doit évoluer pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, on peut les traduire en évolution, en conséquence sur l'assiette alimentaire moyenne qu'on va consommer en France. Et donc on peut là encore une fois modéliser un déterminant pour la santé, ici l'alimentation, qui tient plus lieu de mode de vie plutôt que de l'environnement, mais on arrive à modéliser l'évolution attendue de l'alimentation sous des contraintes de neutralité carbone. Et là aussi pour l'alimentation, on a des relations dose-réponse très robustes avec un grand nombre de types d'aliments différents. Ce qui va nous permettre de calculer l'impact sanitaire, cette fois-ci dans l'alimentation. Et dernier point, dans ces scénarios, on a également le détail de changements dans les secteurs d'activité, ici dans le secteur des transports. On sait comment on doit évaluer les kilomètres passagers, donc le flux de passagers pour les grands modes de transport comme la marche, le vélo, la voiture. Et bien ces transformations, on peut là encore les transformer en minutes d'activité physique par personne et par classe d'âge. Donc encore une fois, modéliser des modifications dans les modes de vie, sous contrainte ou d'après les hypothèses de scénario de neutralité carbone. Là encore, et ça a été présenté ce matin aussi par Mathilde Pascal, on a là aussi des relations très nettes entre l'activité physique générée par la marche et le vélo et la réduction de mortalité toute cause. Et donc on peut là aussi estimer les bénéfices pour la santé de scénario de neutralité carbone via l'activité physique générée par les transports.
Et donc quand on le fait sur ce dernier point, sur les transports actifs, c'est ce qu'on essaye de faire dans ce projet, en le faisant en se basant non pas sur un, mais cette fois-ci sur 4 scénarios de neutralité carbone, que sont les scénarios de l'ADEME, que vous connaissez peut-être. Et ces scénarios, ils sont très intéressants parce qu'ils étudient 4 futurs très différents, 4 façons très différentes de se projeter dans la neutralité carbone. Certains de ces scénarios misent beaucoup sur des mesures de sobriété, donc de modification des modes de vie. Pour les transports, ça se traduit par une réduction globale de la demande de transport et par un report modal plus fort vers la marche et le vélo. Et pour d'autres scénarios, pour 2 de ces autres scénarios, on a plutôt des leviers dits technologiques, c'est-à-dire que dans le secteur des transports, ces scénarios misent plus sur l'électrification du parc automobile, par exemple. Et donc ces 4 scénarios, encore une fois, on a tous les détails pour calculer ou modéliser l'évolution de la marche, du vélo et donc de l'activité physique dans chacun de ces scénarios. On a la relation dose-réponse qui nous permet de traduire ça en gain de santé. Et donc ce qu'on s'aperçoit, et c'est le 3e message, c'est que ces 4 scénarios qui sont équivalents d'un point de vue climatique, ils ont été construits pour atteindre la neutralité carbone, ne le sont pas du tout en termes de bénéfices pour la santé. Les scénarios qui laissent plus de place dans la décarbonation des transports, aux transports en commun, à la marche et au vélo, génèrent donc plus d'activité physique, y compris dans les transports en commun, parce qu'on marche toujours un petit peu plus pour aller à son arrêt de bus ou son métro qu'au volant de sa voiture. Eh bien, ces scénarios permettent de calculer, de projeter des réductions de décès de l'ordre de 10 000 décès prématurés évités chaque année, là où les scénarios qui se contentent, entre guillemets, d'électrifier le parc automobile passent à côté de tous les bénéfices liés à l'augmentation de l'activité physique. Ce travail, on l'a fait sur la question de l'activité physique. On est en train de le faire également dans les domaines de la pollution de l'air, de l'alimentation, et j'en parlerai peut-être un petit peu si j'ai le temps, des espaces verts urbains. Pour la qualité de l'air, comme je l'ai expliqué, on a toute une chaîne de modélisation qu'on est en train de mettre en place qui traduit les scénarios de l'ADEME en évolution des émissions des principaux polluants. Avec des modélisations de qualité de l'air, on peut ensuite traduire ça en concentration de polluants atmosphériques à l'échelle française et estimer donc les gains de santé associés à ces réductions de pollution atmosphérique. On est là aussi sur des ordres de grandeur, donc c'est des résultats préliminaires qu'il va nous falloir finaliser, mais on est sur l'ordre de grandeur de plusieurs dizaines de milliers de décès évitables chaque année par l'amélioration de la qualité de l'air liée à ces politiques de neutralité carbone. Ici, avec des scénarios qui sont pour le coup assez équivalents d'un côté santé. Les 4 scénarios sont plutôt équivalents, mais pour des raisons différentes. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails. Et enfin, on est en train de le faire dans l'alimentation. Donc ici, vous avez l'évolution pour 5 grands types d'aliments, la viande rouge par exemple, la viande transformée. À gauche, ce sont les barres qui correspondent au régime actuel et les 4 barres colorées, ce sont les évolutions attendues dans ces 4 scénarios. Donc vous voyez par exemple que tous les scénarios font l'hypothèse d'une réduction de la consommation de viande rouge, mais d'ampleur différente. Et là aussi, je l'ai mentionné, on a des courbes dose-réponse qui lie la consommation, par exemple ici, de viande rouge, je crois, c'est écrit en très petit, avec la mortalité toute cause. Et donc, on peut transformer tout ça en bénéfices pour la santé. Et là, les premiers résultats qu'on a nous laissent dire que les bénéfices pour la santé de ces transformations du système agricole pourraient être massifs, de l'ordre de la centaine de milliers de décès évitables chaque année à l'échelle 2050. Ce n'est pas tant une surprise, hein. On sait qu'en France, on estime que 20% des décès toutes causes sont liés à une mauvaise alimentation. Et là, des scénarios qui présentent des différences entre eux, mais globalement qui sont relativement tous favorables, très favorables à la santé, mais avec des différences quand même entre ces quelques scénarios. Je pense que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails sur les espaces verts. J'ai plutôt passé à la conclusion. Disons qu'il va rester 2 minutes, ouais. Oui, ok. Donc je vais passer à la conclusion, ça laissera du temps pour les échanges. Donc, on l'a détaillé sur 3 aspects, la qualité de l'air, l'activité physique, l'alimentation. Mais ces bénéfices, c'est pour la santé de politiques d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, elles peuvent affecter d'autres déterminants de la santé qui sont des déterminants importants. Les niveaux de preuve sont très forts sur la qualité de l'air, l'activité physique. On commence à en avoir
assez convaincant sur l'alimentation, où j'en ai parlé sur les espaces verts urbains, qui sont à la fois des solutions d'adaptation des villes aux pics de chaleur et également des solutions d'atténuation. Il y a un potentiel de séquestration du carbone par les espaces verts urbains. On se rend compte également, ou on pense que ces bénéfices pourraient être très forts sur un autre déterminant environnemental de la santé que sont les expositions aux nuisances sonores, le deuxième facteur d'exposition environnementale en termes d'impact sur la santé, ou encore du confort thermique des logements. On en a parlé ce matin, plutôt confort thermique d'hiver, des logements rénovés qui consomment moins d'énergie, qui émettent moins de CO2, sont des logements dans lesquels on tombe moins malade en hiver. Et on peut dérouler comme ça, c'est assez formidable, ces bénéfices pour la santé dans beaucoup de dimensions des politiques favorables au climat. J'en ai pas parlé, on pourra le détailler éventuellement, mais on a beaucoup d'éléments qui nous laissent penser que, en plus d'avoir des aspects quantitatifs importants, ces bénéfices ont un fort potentiel pour réduire les inégalités sociales de santé. Et donc en conclusion, on a vraiment cet aspect qui permet de changer le cadrage autour des politiques climatiques. On sait que des politiques climatiques, ça a été dit ce matin encore, on a un problème d'échelle avec ces politiques climatiques. C'est des efforts à faire aujourd'hui pour des échelles, sur des bénéfices qui sont perceptibles sur le temps long à très long. Ce sont des efforts à faire localement, mais les bénéfices sont partagés à l'échelle de la planète. Donc tout ça, c'est pas très favorable à la mise en action. Or, quand on repense les mêmes politiques climatiques sous l'angle de la santé, on se rend compte que là, on parle d'efforts à faire sur le court terme, mais pour des bénéfices sanitaires perceptibles sur le très court terme, à l'échelle du jour, de la semaine, enfin du mois, parfois de l'année, mais en tout cas rien à voir avec les échelles de l'action climatique. Et d'autre part, il s'agit de bénéfices qui sont perçus, qui sont mesurables pour les populations et pour les individus qui consentent à l'effort climatique. Et là aussi, c'est quelque chose qui, en termes de mise en action, est peut-être beaucoup plus favorable. Si je résume ça de façon très caricaturale, si demain en France, on devient neutre en carbone et on est les seuls pays à le faire, il ne fera pas moins chaud en France, mais pour autant, ce sera en France qu'on aura dès demain des bénéfices pour la santé, quoi que fassent les autres pays, quoi que fassent les États-Unis, la Chine ou autres. Et ça, c'est quand même un cadrage du problème climatique beaucoup plus favorable à l'action. Et on a là aussi des éléments empiriques dans des études qui nous laissent penser que l'adhésion aux politiques climatiques est bien plus forte quand on les présente sous l'angle de la santé. J'ai parlé de ces 3 messages clés également, donc je les répète, les politiques de transition bas carbone sont des politiques de santé publique dont les bénéfices peuvent excéder les coûts de mise en œuvre. Et d'un point de vue de la santé, en tout cas la santé a un message très important à faire passer dans ces débats sociétaux, dans le débat public autour des solutions pour atteindre la neutralité carbone, parce que toutes les solutions ne se valent pas en termes de santé. Toutes les solutions de décarbonation ne se valent pas en termes de santé. Alors tous ces éléments, on a voulu les publier sous une forme de policy brief, donc diffuser ces connaissances à destination des décideurs, des médias et autres, dans 2 publications récentes, dont l'une avec Paul Dournion, qui viendra nous rejoindre à la table ronde dans un question d'économie de la santé dont on a quelques versions papier ici, si ça vous intéresse, et l'autre sur un rapport grand public avec le think tank Santé mondiale 2030 qui est disponible gratuitement en ligne. Le deuxième aussi, question d'économie de la santé. Voilà, je remercie toutes les équipes et les partenaires avec qui on a travaillé et on travaille actuellement sur ces résultats. Et je vous remets Merci Kevin. Jean, on peut vous applaudir. Ce que je vous propose, Kevin, c'est que vous allez rester de toute manière dans la conversation qui va suivre, qu'il va y avoir des questions qui vont continuer d'arriver. On en a quelques-unes. Je vais en prendre juste une, un peu technique, donc en gros qui appelle une réponse technique assez courte a priori. Et les autres questions, on les prendra dans la conversation qui va arriver. Une question de Robin. Quand vous avez dit 10% de PM25 en moins, ce qui donne moins 15% de morts prématurées, cet effet est observé sous quel délai? On parle d'une exposition à l'année, à la journée? Alors, on parle de l'exposition moyenne à l'année. Et alors, sur cette question des délais, les études épidémiologiques ne permettent pas de le dire. En tout cas, c'est une réduction du risque instantané de décès. Donc, il faut le prendre comme ça. Pour répondre techniquement ou sous une autre façon, on le sait dans les statistiques, par exemple, de passage aux urgences, que quand on a une amélioration de la qualité de l'air suite à un pic de pollution atmosphérique, on a une réduction du jour au lendemain des passages aux urgences. Là, donc on ne parle pas de mortalité, mais on a des réductions, en tout cas on a des bénéfices très courts en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de l'air.